Alors, décoder le langage corporel, mode d'emploi, voici ce que j'ai à vous dire avant d'introduire notre invité. Savoir distinguer qui dit vrai et qui ment. Voilà une compétence d'un intérêt universel. Bien utile pour savoir si vous pouvez vous fier à un garagiste, pour détecter si votre partenaire envisage de vous quitter sans le dire, pour décider s'il faut voter pour celui-ci ou pour quelqu'un d'autre, pour faire tapis au poker ou pas. Les situations ne manquent pas et les enjeux sont en réalité bien plus vastes que ces petits exemples du quotidien. Si vous mettez au point une technique qui permet de savoir à coup sûr quand un humain est insincère, si vous développez une discipline à laquelle former des milliers de gens pour exceller dans l'art de repérer les petits signaux que chacun laisse échapper malgré lui et qui trahissent sa duplicité, par exemple comme les micro-expressions de ce type-là, oui. Une science qui donne accès directement à ce qui se passe dans la tête des gens, eh ben vous serez financé, puisque ça intéresse beaucoup de monde. Vous serez beaucoup financé. Vous allez attirer l'attention très intéressée de gens qui ont des budgets colossaux. Les entreprises de sécurité, les aéroports, les États, les services de renseignement, on est là sur un niveau d'implémentation industrielle qui peut faire de vous le roi du pétrole et vous rendre célèbre comme celui ou celle qui a craqué le code du corps humain pour hacker sa pensée. C'est bien, hein, c'est des mots-clés. Le marché de l'intelligence artificielle, capable de trier en quelques instants qui a le droit d'entrer sur le territoire national et qui sera débouté, j'articule pas, hein, c'est un détail, et qui sera débouté sur le froncement d'un sourcil, une narine palpitante, un soupir trop long ou un regard louche, ça pèse des milliards, en fait, et ça s'entremêle avec des discours électoraux, où souvent la vérité est accessoire et la science un simple alibi. Les décodeurs du langage corporel ne sont pas simplement des intervenants rigolos de plateau télé, ou des influx voleurs des réseaux sociaux. Ils sont infiltrés dans les sphères du pouvoir, où l'art du doute est assez peu enseigné, hein, on peut le regretter, et où l'on mise de gros paquets d'argent à l'instinct, à l'intuition, au sentiment de vérité que nous inspire un soi-disant expert. J'ai une mauvaise nouvelle d'emblée, avant de recevoir un invité qui a coécrit ce livre et qui n'apparaît pas à l'écran parce que c'est magique. Quand on teste toutes ces méthodes de traitement de langage corporel, elles font à peine mieux que le hasard. Alors ça vous surprendra peut-être, parce que vous avez souvent entendu le contraire, et il ne faudra pas me croire sur parole, évidemment. Mais pour ça, nous avons un invité pour en parler, Florian Dupas, qui est au côté de Êtes-vous capable de me lire, et il va se présenter lui-même dans un instant quand il va apparaître à l'image. Alors, tu n'apparais pas encore à l'image, mais dans un instant, parce qu'il faut que je jongle avec mes outils. Pouf! Bonsoir, Florian Dupas, comment t'appelles-tu? Bonsoir, Florian Dupas, comment tu as deviné? J'ai pu décoder ton nom avec les rides du visage et les cheveux, etc. C'est ça. Il a clairement un visage de Florian. Le Dupas se devine, mais il faut avoir accès au lobe de l'oreille. Bon bref, qui es-tu? Qui suis-je? Alors, qui suis-je en rapport avec ce livre, hein, parce que j'ai plusieurs vies, bien sûr. Tu as plusieurs vies, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais les expériences qui sont pertinentes en rapport avec le livre, c'est l'idée qu'il y a quelques années, j'ai été formé à la négociation et la gestion des conflits. Et je continue à donner des formations et à assurer des missions de conseil en rapport avec ce domaine-là. Mais ça m'a vraiment intéressé aux questions de relations interpersonnelles, parce que finalement, c'est juste une manière compliquée de parler des relations entre les gens, des interactions. Et un domaine où j'ai l'occasion d'observer et de pratiquer ça, c'est la gestion de projets numériques, puisque c'est l'activité qui me paye le plus ces temps-ci. Voilà. Et tu aimes beaucoup l'argent. Donc tu as coécrit ce livre avec Frédéric Thomas, qui est un chercheur, qui est docteur en psychologie et professeur assistant au département de communication et cognition de l'université de Tilbourg aux Pays-Bas. Tout à fait. Et donc il bosse notamment sur tout ce qui est mensonge. C'est pour ça que j'ai axé ça sur le mensonge, que c'est quand même une thématique importante qui n'est pas centrale dans le livre, non, mais qui est présente. Très bon point d'entrée pour parler de langage non verbal, tout à fait. Édition Bookiebook, achetez. Alors, excuse-moi parce que du coup mes feuilles sont pas dans l'ordre. Il manque une feuille. Bon, alors, je vais te laisser commencer à nous parler de... Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Moi je me suis intéressé à la question du langage du corps il y a très longtemps. Ça doit remonter à une vingtaine d'années. J'étais tombé sur un livre là-dessus. Et ça m'avait ouvert... T'avais 5 ans à l'époque. C'est ça. Et ça m'avait ouvert tout un nouveau champ. Je me suis dit, c'est bizarre comment on a caché ces vérités pendant si longtemps. Et oui. Et c'était vraiment très séduisant. Mais à l'époque, je n'étais pas encore sceptique comme je peux l'être maintenant.
Les choses ont continué à évoluer. On a vu apparaître de plus en plus, depuis, je dirais, 5-6 ans, des chaînes YouTube qui se focalisent vraiment sur ces questions-là, où il y a des analyses non verbales de procès, de prise de parole publique par des hommes politiques, par exemple. Et je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre, il faut creuser ces questions-là, et ce, d'autant plus qu'en parallèle, je voyais émerger des théories sur la psychologie des émotions, par exemple, que je trouvais complètement incompatibles avec la vision implicite qu'il y avait derrière ces décodages du non-verbal. Donc j'ai essayé de comprendre comment est-ce que ça pouvait, comment les deux pouvaient exister en même temps, et j'ai décidé de creuser la question, alors que, et tu fais bien de le préciser, je ne suis pas du tout expert sur la question, hein. Moi je n'ai pas fait de thèse sur le domaine, je suis un vulgarisateur. Mais ton co-auteur est là Voilà. pour donner une caution scientifique. Voilà. Je renvoie les gens vers le tronche en live numéro 21 avec Xavier Rista, qui s'appelle Verbiage et non-verbal, parce que lui, il avait fait la formation de synergologie, tu pourras nous en parler, et il en était revenu, parce qu'il s'était rendu compte que c'était pas de la bonne science, et vous avez parlé à Monsieur Turchet, Tout à fait. qui a Et le inventé fondateur de la synergologie. voilà, cette pseudo-science, bonjour Monsieur Turchet, et qu'il vend. Il vend des formations pour détecter le mensonge en particulier. C'est plus large que ça, justement. Non, il y a notamment ça, quand même. Et il les vend, mais il n'y a pas de preuves. Mais il les vend. Alors, voilà. On reviendra sur la question est-ce qu'il y a des preuves ou pas. Lui, il va nous dire que oui. Oui. Mais pour le coup, oui, on l'a interviewé, on a beaucoup discuté. Alors, parce que, voilà, moi, j'ai pas eu l'approche que peut-être tu as eu dans ton édito, qui était tout de suite de mettre l'accent sur le côté, il y a des charlatans qui essayent de nous vendre des choses qui ne sont pas prouvées. Il y a des gens qui cherchent à prouver, et puis en plus, il y a une incitation commerciale. Voilà. Disons, elle existe. Voilà. Mais nous, si tu veux, en écrivant ce livre avec Frédéric, on pensait aussi, tiens, peut-être qu'on pourra faire des formations derrière. Donc, en soi, la préoccupation mercantile n'est pas un problème. Donc nous, c'était pas notre approche, c'était pas de faire un procès d'intention. Capitaliste, c'est pour ça. C'était pas de soupçonner une malhonnêteté forcément chez les gens. C'était vraiment une approche très sceptique de, on veut savoir d'où ces gens parlent et qu'est-ce qu'ils mettent en avant pour justifier les choses qu'ils affirment quand même avec, a priori, beaucoup de certitude. Oui, et il y a beaucoup de gens qui, notamment sur YouTube, qui font des chaînes où ils vont analyser un segment politique ou un segment de procès, le Depp Heard, on peut en parler, et ou d'affaires judiciaires passées, où on sait qui est le coupable, et quand on sait qui est le coupable, on détecte tout sur les visages. Voilà. Ils sont forts pour ça. C'est plus difficile à posteriori, enfin plus facile à posteriori de dire, voilà, c'était flagrant. Comment n'avons-nous pas vu? C'est en fait les signaux faibles. Tous les gens qui adorent vous parler de signaux faibles, c'est les gens qui vous disent, ça c'est des trucs, en fait, on aurait dû les voir. Mais on ne les a pas vus, donc c'est des signaux faibles. Après coup, on les voit. Bon. Le non-verbal, est-ce qu'on peut le définir? Pour comprendre un peu ce que ça veut dire. Parce qu'en gros, ma blouse blanche, ma cravate, mes lunettes, c'est du non-verbal. Et en soi, ça peut avoir un sens. Tout à fait. De communication. Alors, il y a plein de dimensions à la communication non-verbale. Ça dépend un peu les auteurs, qu'est-ce qu'ils incluent dedans ou pas. Généralement, ceux que je vais appeler moi les décodeurs, c'est-à-dire ceux qui prétendent que vraiment il y a des choses à décoder sur votre visage et dans votre gestuelle, ils mettent généralement de côté les questions d'habillement, d'accessoires, les questions d'odeur corporelle, et ils vont se focaliser... C'est un message. Ils vont se focaliser sur les expressions faciales, la gestuelle, les questions de posture, tout ce qu'on va appeler la kinésique, la manière dont vous bougez votre corps. Quand je me touche la barbe tout le temps, voilà. Lydia Raoult faisait beaucoup ça. Alors ça, c'est plus proche à la limite aussi de l'haptique, la manière dont vous touchez les gens quand vous parlez. Est-ce que vous serrez beaucoup la main? Est-ce que vous prenez beaucoup par l'épaule? Il y a la question de l'oculésique, où est-ce que vous orientez votre regard? L'oculésique, tout à fait. Je n'ai pas retenu ce nom-là. Le terme existe. C'est beau. Où est-ce que vous placez votre regard? Et il y a aussi généralement des questions de proxémie. Ça, c'est votre gestion de l'espace. Donc à la fois la manière dont vous gérez l'espace pour vous-même et en interaction avec d'autres gens. Quelles sont les distances auxquelles vous vous sentez à l'aise ou pas à l'aise? Voilà. Par exemple, on est très proches. On n'avait pas trop le choix. C'est qu'on est ensemble, soit c'est que l'espace nous contraint. Est-ce que tu veux qu'on explique tout aux gens? Voilà. Et il y a des choses... prochaine fois, on vous dira tout. Il y a des résultats très rigolos en proxémie sur la manière dont les gens se positionnent face à des urinoirs, dont les hommes se positionnent face aux urinoirs. Parce que vous verrez que, par exemple, c'est vraiment perçu comme extrêmement oppressif quand il y a plusieurs urinoirs côte à côte, de se placer juste à côté d'une personne qui est déjà là. En général, c'est pour venir « Bonjour, connaissez-vous l'UPR ?» C'est la blague, c'est ça le même. Bon. Donc le non-verbal, c'est tout ce qu'on est censé émettre comme signaux, consciemment ou inconsciemment, et qui dit des choses. Alors il y a une manière plus sceptique, en fait, d'analyser ça, c'est de dire,
C'est l'ensemble des choses où des gens arrivent à faire des inférences, parce que c'est toute la question. Est-ce que ça communique? Est-ce que les choses en elles-mêmes communiquent? Est-ce qu'elles expriment quelque chose? Ou c'est nous-mêmes qui ne pouvons pas nous empêcher d'inférer des choses, c'est-à-dire de supposer, de faire des conjectures sur tiens, ça veut dire que telle personne vient de tel milieu social, tiens, ça veut dire qu'elle se sent comme ça, voilà. Donc est-ce que les choses communiquent ou est-ce que c'est nous qui ne faisons qu'interpréter en permanence? J'ai mon idée aussi. Alors du coup, Lie to Me, cette série scientifique qui dit qu'elle s'appuie sur la science, comment s'appelle cette vidéo? Mooncat? Mooncat, ouais. M-U-N-E-C-A-T, mais il y a un umlaut, je crois, sur le U, enfin, un tréma. Elle a fait une vidéo sur le body language, que je vous conseille. Alors, par contre, elle pute à mort sur la psychoévo, parce qu'elle confond la psychoévo et les gens qui disent de la merde en s'appuyant sur la psychoévo. Tout à fait. Donc, allez la regarder, mais ne la croyez pas lorsqu'elle dit, elle n'a pas compris tout. Mais sur le reste, elle est brillante, elle est percutante, et ça envoie. Et notamment, elle clash Lie to Me, ce qui peut en dire deux mots sur Lie to Me, ça s'appuie sur le travail de Ekman, on pourrait dire aussi un mot, parce que lui aussi, il y a beaucoup de marchés autour de son travail, et il fait la pluie le beau temps là-dedans depuis 30 ans. Je te laisse expliquer, voilà, c'est quoi la théorie? Alors, revenons à Lie to Me, pour présenter les choses. C'est quoi la théorie que Lie to Me nous donne à connaître? Ouais. Lie to Me, si vous regardez cette série-là, je crois qu'en France, ça a été diffusé sur M6 entre 2010 et 2011. Ça avait été réalisé 1 ou 2 années plus tôt aux États-Unis. Et ça parle d'un chercheur qui s'appelle Cal Lightman, donc son nom est vraiment calqué assez proche de Paul Ekman, qui était consultant scientifique sur la série. Et ça partait de l'idée que lorsqu'on ment, en particulier, on a des micro-expressions, on a des fuites émotionnelles, on a des choses que notre visage laisse voir pendant moins d'une demi-seconde, qui révéleraient ce qu'on ressent vraiment à ce moment-là, ou ce qu'on pense vraiment à ce moment-là. Et l'idée, c'est que dans la série, ce chercheur est mobilisé par des services de sécurité, des forces de l'ordre, que ce soit au niveau des douanes ou au niveau de police locale ou fédérale, pour identifier des menteurs et donc remonter à qui est le vrai coupable dans certains cas de crime. C'est Sherlock Holmes, Madame Irma. Voilà. Parce que quand même, c'est un niveau surnaturel, c'est-à-dire qu'il peut capter les trucs. C'est vraiment, ça fait partie de tout ce groupe de séries où on essaie de trouver des manières créatives, innovantes de résoudre des énigmes. Donc on a eu The Mentalist, on a eu Numbers, où c'était un autiste fan de... Non, c'était pas un autiste, je crois qu'il était juste fan de mathématiques. Il voyait les chiffres. On a eu Monk, enfin voilà, on a eu vraiment pas mal de séries qui font ça. Et la fiction a tous les droits. Mais déjà, on pourrait se dire c'est un peu bizarre parce que ça s'est arrêté au bout de 3 ans. Et puis, comme toutes les autres séries de ce type-là, moi je n'ai pas connaissance du fait que les commissariats soient mis à recruter en masse des gens formés à ces méthodes-là. C'est la fiction. Voilà. Ou on n'est pas là pour faire le procès de Lie to Me. On va peut-être faire le procès d'Ekman éventuellement, mais Lie to Me, c'est de la fiction. Ils ont appuyé dans leur communication un petit peu trop sur le fait qu'ils étaient raccords avec la science. Ça, c'est une faute. Mais le contenu des épisodes, c'est de la fiction. Sherlock Holmes, en plus, cet écart-là, parce que Sherlock repère aussi des tas de choses, fait des inférences incroyables, et il a toujours raison. Et donc notre fameux Paul Ekman, c'est un chercheur qui a commencé à vraiment s'intéresser à la question à partir des années 60. Il fait partie d'une école qu'on va appeler l'école classique en psychologie des émotions. Lui, il a vraiment voulu commencer à travailler sur le fait de trancher un débat qu'il y avait à l'époque entre est-ce que les expressions faciales, c'est-à-dire la manière dont on exprime des émotions par notre visage, qu'elles ont une base culturelle, est-ce qu'elles sont vraiment liées au contexte et à la société dans laquelle on évolue, ou est-ce qu'elles ont une base purement biologique? Il y avait vraiment deux thèses en présence. Il s'avère qu'il a touché un gros financement de ce qui était à l'époque l'ancêtre de la DARPA. Donc la DARPA, c'est le bras scientifique de l'armée américaine. Okay, c'est le bras qui fait plein de recherches. C'est un bras fortuné. Un bras fortuné, voilà. Ils ont beaucoup d'argent pour faire plein de recherches. Et alors on pourrait se dire, et c'est typiquement la thèse de Mooncat aussi justement dans sa vidéo, que ça biaise un peu les choses. Hein, quand on va parler là à tous les complotistes qui adorent voir du conflit d'intérêts partout, les conflits d'intérêts ça existe. Voilà. Et là de fait, on peut se dire qu'il y en a un, parce que les services de sécurité... Tu vas quand même critiquer l'armée américaine en disant qu'ils ont ils ont incité des chercheurs, sinon à truquer, en tout cas à avoir très envie d'avoir tel résultat plutôt que tel autre. Donc c'est pas du complot, mais tu vois, on fait des efforts, on essaye d'être un peu complotiste, on n'y arrive pas. Mais voilà. Moi je vais pas dire qu'ils incitent, mais je veux dire qu'en termes, si vous regardez les faits, il y a une incitation
structurel. Voilà, disons que les forces de l'ordre, elles ont tout intérêt à trouver un mécanisme qui va permettre d'identifier des déviants, d'identifier des gens dont on pense que c'est des terroristes par exemple, ou des futurs criminels, juste sur la base d'indices qui soient les plus faciles à détecter possible. Donc forcément, eux, ils préfèrent entendre un discours de voilà, on vous a trouvé qu'effectivement, il y avait des signaux qu'on pouvait repérer, les fameux signaux faibles, et on vous vend même une formation et tout un dispositif qui va vous permettre de le résoudre. Et Voilà. c'est un peu vrai, parce que si tu veux trouver quelqu'un qui a tendance à être violent, dans la rue, s'il est comme ça, en général, c'est le langage du corps, tu veux, le salut nazi est un très bon indice d'envie de Breivik, qui était beaucoup de gens, il le faisait, tu vois. Donc là, je blague. Je te laisse cette interprétation. Oui, non, mais parce que la plupart des gens cherchent des terroristes du côté des gens qui sont basanés. Mais il y a aussi des gens de l'autre côté qui ont une gestuelle qui parle pour elle-même. Hein. Voilà, fin de la parenthèse. C'est pas de ces signaux corporels-là qu'on parle, évidemment. Et donc ce fameux Paul Ekman, à partir des années 60, il allait mener des études en Amérique du Sud, en Asie. En Argentine ? En Asie ? Et il est même allé jusque chez des peuples isolés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un peuple qui s'appelle les Forêts. C'est vraiment l'étude qui a fait date, qui a le plus fait parler, parce que donc lui, ce qu'il voulait idéalement réussir à montrer, c'est qu'il y avait des expressions faciales, donc une manière d'exprimer ses émotions qui soit universelle. Okay, sur peut-être un petit nombre d'émotions, mais en tout cas, il semblait y avoir des émotions qu'on exprimait tous sur Terre de la même manière quand on les ressentait. Et donc, la manière dont il a mené ses recherches, c'est qu'il avait des photographies, il avait demandé à des camarades acteurs, et même lui, à des collègues, de faire des mimiques qui étaient vraiment des caricatures, donc ce qui, lui, dans sa vision, était la version qu'on appelle prototypique, le prototype de l'expression faciale associée à une émotion. Donc par exemple, vous avez la peur, ça va être des yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte comme ça. La joie, ça va être un grand sourire avec les yeux plissés. Donc tu t'arrêtes pas. Et donc il est parti, il avait ces photos-là où il avait demandé à des acteurs de mimer ces choses. Et on peut dire que c'est des stimuli hyper flagrants, en fait, hyper voyants. Et il demandait aux personnes sur place, donc aux personnes qui étaient les sujets de l'expérience, de reconnaître les émotions exprimées par ces photographies d'expression faciale. Sauf que la manière dont ça se fait, c'est que c'était ce qu'on appelle un choix forcé. C'est-à-dire qu'il ne laissait pas la possibilité aux gens de dire là, qu'est-ce que vous voyez ? On va noter tout ce que vous dites. Il y a alors si c'est pas du tout le même livre, ça c'est le livre de Lisa Feldman-Barrett qui justement a la thèse opposée. Il y a ce type de photos avec des expressions qui pour nous sont très parlantes. Exactement. Et est-ce que c'est parlant pour tout le monde ? C'est la question. Ben, c'était la question. Et donc, il leur demandait de faire ce choix parmi une petite liste. Donc, il mettait une photo, il disait, voilà, ça, est-ce que c'est colère, etc. Bon. Il est ressorti de cette étude, pour lui, à ses yeux. Avec 6 ou 7 expressions prototypiques. Voilà. Donc, il est ressorti de cette étude qu'il y avait 6 expressions, d'après lui, qui étaient reconnues de manière universelle. Qui sont à peu près celles que vous voyez dans les petits personnages de Vice Versa, le film d'animation Pixar, plus la surprise. Donc, vous avez la joie... J'essaie de pas en oublier. Hein. La joie, la tristesse, la peur, le dégoût. Et voilà, j'en ai une. La surprise. Et je ne sais plus laquelle je n'ai pas citée. La peur. Non, le mépris, c'est le 7e. Joie, tristesse, colère, sans doute j'ai oublié. Joie, tristesse, colère, tristesse. C'est presque les 7 péchés capitaux. Dégoût et surprise. Voilà. Bon, et les gens iront chercher. Qui est un 7e qu'il a rajouté dans les années 2000. Ok. Et ça, pour lui, donc, ça a validé sa thèse en fait, les expressions sont universelles. Si elles sont universelles, c'est sans doute qu'elles sont innées. Ces travaux faisaient le lien avec des travaux qui remontent à quelqu'un que tu aimes beaucoup, à savoir Monsieur Charles Darwin, qui en 1872 avait publié un livre qui s'appelle de l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, ça doit s'appeler quelque chose comme ça, où justement, lui partait des similarités qu'il voyait dans les expressions faciales des animaux et des hommes, pour dire, il y a sûrement une base biologique derrière tout ça. Et sa thèse à lui était qu'en fait, les expressions faciales qu'on a, typiquement le dégoût, par exemple, qui va nous faire froncer le nez comme ça, on est dégoûté par quelque chose, c'est que c'était sans doute, en fait, c'était sans doute super bien les restes, en fait, de comportements qui avaient eu du sens à un niveau biologique auparavant. Donc, typiquement, ce froncement de sourcils, c'était pour bloquer l'entrée d'effluves malodorants sur des corps en putréfaction. Et la peur, on cherche à s'échapper. Voilà, on ouvre grand les yeux parce qu'on veut voir aussi plus de choses. C'est pas idiot.
Non, mais voilà, c'est proche des explications Evopsy sur certains aspects, tu Et vois. puis, oui, donc, quand c'est darwinien de base, ça a même de bonnes chances d'être vrai. Mais ça se prouve. Bon, voilà. Et l'idée, c'était que sans doute, du coup, ces comportements ancestraux avaient été recyclés sous une forme plus psychologique maintenant. C'est-à-dire qu'on s'était tellement habitué à voir du dégoût physique sous la forme de ce froncement de nez, que maintenant on se disait, dès qu'on va avoir du froncement de nez, c'est du dégoût, donc il est facile d'exprimer du dégoût, même qu'il soit un dégoût moral. Je n'aime pas telle chose que tu as faite, en en affichant cette expression. Mais là, vous avez un exemple un petit peu corrigé. Vous avez une photo là avec une expression que peut-être vous allez pouvoir voir. On dirait qu'elle a mal. En fait, c'est pas qu'elle a mal, c'est qu'elle est extatique. Elle vient de battre sa sœur. C'est Serena Williams qui vient de battre sa sœur Vénus. Et donc, sa mimique ressemble vraiment à quelqu'un qui vient de se péter le poing. Enfin, on ne sait pas trop. Et c'est le contexte qui nous aide à savoir. Et donc, le livre de Madame Barrett explique qu'en fait, ce que tu viens de dire, en fait, quand on compare dans les différentes cultures, c'est pas aussi différent que ça. Et puis, les 6 expressions, pourquoi 6 et pas plus? Et puis, il est monté à 13, à 17, à 20. Ça dépend un peu des auteurs. Mais oui, il y a un peu la question de où c'est qu'on place pourquoi 6 et pas 7, quoi, la limite. Et alors c'est tout le problème, et c'est pour ça que ça s'appelait l'école classique, c'est que ça remontait à Darwin, on considérait qu'il y a cette théorie générale qu'on appelle la théorie des émotions de base, il existe un certain nombre d'émotions de base qui sont précodées dans le cerveau à la naissance, c'est comme si on avait déjà des circuits émotionnels qui vont s'activer quand il y a un certain déclencheur, je vois un animal qui court vers moi dans la forêt, hop, ça active la peur, et donc on peut rien y faire, les émotions s'imposent à nous, les émotions les plus complexes sont des combinaisons de ces émotions primaires. Donc, par exemple, vous avez, je sais pas, la honte, ça peut être par exemple un mélange de colère et de tristesse. Voilà, ce serait ça la thèse pour la honte, c'est moi j'aurais mis la peur avec un petit peu de Schadenfreude, avec une larme de mépris. C'est ça. Ça fait des cocktails un peu compliqués. Ouais, d'accord. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de théories des émotions de base, mais en tout cas la version Paul Ekman, c'était cette idée que il y a que les émotions sont des entités qui existent. C'est quelque chose qui existe, voilà. Et d'où vient cette idée des micro-expressions qui était vraiment mise en avant dans Lie to Me, c'était que il se rendait quand même bien compte, ce Paul Ekman, que les expressions faciales prototypiques, ces espèces de clichés, de caricatures, on les observe pas si souvent que ça dans la vraie vie. On les voit dans les films, mais on les voit pas si souvent que ça dans la vraie vie. Donc, il a fallu essayer de tempérer un petit peu lui-même sa théorie. Et la manière dont il a tempéré... Et le fait qu'il les voit dans les films, c'est parce que les acteurs croient un peu à ça, en fait. Et donc, se mettent à... On est tous exposés à des visages de gens qui croient aux théories selon lesquelles on peut lire sur le visage leurs émotions. Et du coup... ils le croient, ou ils savent qu'on le comprenne. Voilà. Et ça suffit. Tout à fait. C'est en ça que c'est de la communication. Il suffit qu'on le comprenne. Et donc, il se rendait bien compte que ça marchait pas, et donc il s'est dit, non, on va rajouter une couche culturelle par-dessus, qui est liée à cette idée de règles d'expressivité. Donc la culture vient nous imposer des règles d'expressivité qui font que certaines émotions vont pas être exprimées dans notre culture. On considère que c'est mal avisé de le faire dans ce contexte-là, ça ne se fait pas. Et donc c'est comme si en permanence on portait un masque qui fait qu'on est des acteurs, vraiment au sens le plus pur du terme. On est des hypocrites. Le mot hypocrite, originellement, fait référence aux acteurs justement grecs de l'Antiquité. Ouais. Nous sommes tous des hypocrites dans le sens où on est caché derrière un masque et on ne montre pas vraiment les émotions qu'on ressent dans certains contextes. Mais c'est là où pointent les micro-expressions. Malgré tout, notre corps ne peut pas s'empêcher de dire la vérité. Il y a une espèce de pulsion en nous qui fait que la vraie émotion qu'on ressent doit sortir. Donc quand on dit... Ça, par contre, d'un point de vue évolutionnaire, ça se défend beaucoup moins. Pourquoi le corps aurait besoin d'exprimer un truc, là, par contre... Alors, ils ont des tests pour ça. L'hypothèse, c'est quand même beaucoup plus... Voilà, que le langage, par exemple, corporel, justement, que le corps, évolutivement, est apparu bien plus tôt que le langage articulé. Donc c'est pour ça qu'on le maîtriserait mieux, notre corps le maîtriserait mieux. Donc il trouverait moyen de communiquer par le corps plutôt que de communiquer par la voix. Voilà. Il y a plein de théories comme ça. Ouais, là, c'est plus tellement darwinien déjà, je trouve. C'est du Darwin du pauvre. Darwin du pauvre. Et ça nous rappelle d'autres théories, phrénologie, psychomorphologie, des choses... Effectivement. Et donc, il se trouve que des travaux plus récents montrent que c'est pas aussi simple que ça. Et c'est des travaux qui ont été empêchés, en fait, parce que Ekman était tellement dominant partout que les gens qui voulaient mettre à l'épreuve ces théories, pendant 25 ans, 30 ans, on ne les voyait pas, quoi.
Ouais, ça n'a pas vraiment eu un accès au grand public, c'est vrai. Alors, on va remettre une petite pièce dans la machine pour les complotistes. Tu vois, qu'on fait vraiment des efforts pour essayer de montrer que voilà, nous aussi, on peut avoir des pensées. Que comme la ça. science, parfois, il y a des conflits d'intérêts, Ouais, et là, on est dedans. Et des conflits d'ego. Et donc moi, il m'a été ouvertement dit par certains des chercheurs que je ne citerai pas, mais que j'ai interviewés, que Ekman, ça a été la mafia pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'il avait tellement verrouillé les postes C'est avec moi ou contre moi, quoi. autour de, voilà, c'est ma thèse qui doit prévaloir, tu es avec moi et contre moi, c'est une phrase qu'il aurait vraiment dit à Oui. certaines personnes que j'ai rencontrées. Et que voilà, et que donc les postes, les recherches, les subventions et tout, allaient plutôt vers ces gens-là. Et donc ça a laissé moins de place pour des théories alternatives qui ont pourtant toute leur place, et qui ont d'autant plus de place, on va en parler, qu'elles sont beaucoup plus économes en hypothèse, elles sont Voilà. beaucoup plus parcimonieuses. Donc c'est en ça que c'est assez agréable. Et l'une des thèses est donc celle portée par Lisa Feldman-Barrett. Donc, le livre s'appelle How Emotions Are Made, mais sans H partout. Comment les émotions sont faites. Je ne sache pas qu'il y ait une version française Non, pour le pas moment. encore. Avis aux éditeurs qui aiment traduire des bouquins de science. C'est du bon. Voilà, vous pouvez le... C'est vraiment du bon. On entend beaucoup parler d'elle. Elle a fait 2 TED Talks il y a 6-7 ans. Et depuis, Et les voilà, gens qui c'est font des vraiment TED Talks, Bah, c'est des gens... Non, mais surtout, ça lui a donné un accès au grand public. Oui. Et c'est là où on a commencé à beaucoup entendre parler de ces thèses. Parce qu'en fait, elles sont assez anciennes. Ça remonte quand même à peut-être une vingtaine d'années. Oui. Et encore, elle s'appuie sur des recherches qui elles-mêmes étaient plus anciennes. Mais donc, effectivement, l'une des idées, c'est que quand on refait les études de Paul Ekman proprement, c'est-à-dire on part en Papouasie-Nouvelle-Guinée, interroger des gens, etc., on se rend compte que non seulement il y avait les limites déjà repérées de « attention, c'est un choix forcé », et c'est des mimiques qui sont en fait des caricatures, mais justement, du coup, quand on enlève ça, c'est-à-dire que quand on demande aux gens de libeller l'action sans leur donner les petites étiquettes, en leur disant « allez-y », ou « qu'est-ce que vous reconnaissez là sur les photos ?», ils reconnaissent plus rien. Et que quand on se penche sur vraiment la manière dont lui avait fait ses études dans les années 60, ben forcément face à des populations qui n'ont pas forcément les concepts d'émotion que vous voulez mettre en avant. C'est-à-dire que vous parlez avec des gens qui déjà ne parlent pas la même langue que vous, donc il faut passer par des traducteurs, donc ça complique un petit peu la tâche. Mais s'ils n'ont pas, eux, dans leur culture, le concept de colère, par exemple, comment est-ce que vous leur expliquez ? Il n'y a pas un mot qui correspond effectivement à colère. Comment vous leur expliquez ? Bah, à un moment ou l'autre, peut-être que vous êtes coincé, vous êtes obligé de leur montrer ce que c'est la colère. Et donc, de fait, vous biaisez complètement l'analyse aussi, parce que vous leur la montrez colère, c'est à ça. l'avance, voilà Ouais. ce qu'il faut reconnaître. Ouais. Donc, on se rend bien compte que quand on refait les Et en recherches... plus, les choix étaient limités. Donc, les choix étaient limités, il y en avait On 4 ou 5 leur donnait photos. 5 items et vous devez Exactement. connecter la photo à un des différents choix. C'est pas spontanément, vous dites c'est la colère. Ouais. Et manifestement, même le fait de partir sur 6 émotions de base était complètement postulé. Il n'y avait rien qui montrait que c'était plus ces 6-là que d'autres. C'est pour ça que le nombre avait évolué par la suite. Donc c'est pas de la bonne science, quoi. Donc c'est pas de la bonne science. Donc, mais il y a pire que ça, en plus. C'est l'idée que de toute façon, même si les études avaient été bien faites, en plus du conflit d'intérêts, il y avait quelque chose de fondamentalement vicié dans le protocole dès le départ, qui est que la question que se posait Paul Ekman était celle de l'universalité. Oui. Sauf que, on parle de quelle universalité ? Parce qu'on peut penser à au moins 3. La première serait de dire que les émotions qu'on ressent, c'est universel, qu'on ressent tous les mêmes. On a même les mêmes états internes. Mais déjà ça, il n'y a rien qui le dit a priori. Il faudrait en être sûr. Okay, C'est une hypothèse qui n'est pas idiote. Hein, parce c'est pas que, idiot. de la même manière qu'on considère que devant une voiture rouge, on voit tous Voilà. le même rouge, Tous les mêmes couleurs. il n'y a pas de raison de penser que les émotions seraient différentes Voilà. a priori. Voilà. Mais ça n'est qu'une voilà. hypothèse. Il y a cette universalité-là, et c'est effectivement pas celle sur laquelle ils vont se pencher. Il y en a une deuxième qui serait dire, face à une émotion, ça sera toujours, au niveau justement de la planète entière, quel que soit le peuple, quelle que soit la culture, quel que soit le contexte, ça sera toujours la même expression émotionnelle qu'on va avoir, la même expression faciale, la même configuration musculaire qu'on va afficher sur son visage. Okay, et quelque part, on pense que c'est ça que les études de Paul Ekman sont censées mettre en avant. Sauf qu'en fait, elles font pas ça, les études de Paul Ekman. Finalement, ce qu'elles étudient, c'est l'universalité de la reconnaissance des émotions. Puisque, en fait, ce qu'elles demandent aux gens, c'est de reconnaître une expression faciale. Mais donc, concrètement, on ne sait pas si la personne ayant une émotion va vraiment faire cette expression faciale. Tout ce que son enquête à lui permet de montrer, c'est que si effectivement quelqu'un fait cette expression faciale, alors on est capable de la reconnaître d'une certaine manière. En tout cas, on est d'accord sur l'étiquette qu'on met dessus. Oui. Mais donc, finalement, ce qu'elle mesure, c'est du consensus sur l'interprétation qu'on a d'une caricature, d'un stéréotype. C'est pas du tout le fait que, oui, effectivement, on montre tous spontanément les émotions de la même manière. Et de fait, quand on fait des recherches là-dessus, on se rend compte que ce n'est pas le cas, qu'il y a beaucoup de variabilité, beaucoup de variations dans la manière dont on exprime des émotions. Est-ce que, je ne sais pas si c'est dans ton livre, parce que j'ai évoqué ça en formation avec mes doctorants il y a quelques temps, et je n'avais pas la référence, donc peut-être que tu peux m'aider.
il me semble avoir entendu une histoire d'un peuple qui ne savait pas, en tout cas, qui n'avait pas le concept de colère comme nous on exprime. C'était les Esquimaux, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est un peuple Esquimau. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire qui montre le décalage complet et ça paraît fou, mais c'est des gens qui vivent très très bien dans leur milieu, ils sont parfaitement adaptés et ils n'ont pas l'usage de cette expression, enfin de cette partie de notre vie mentale à nous, qu'est la colère telle que nous on l'exprime. Voilà. Alors oui, vous en parliez déjà dans le tranchant là avec Xavier Rista. Ouais, avec Jean Pauli là-dessus. Ouais, parce qu'elle est vraiment rigolote en fait, cette anecdote. Donc l'idée, c'est qu'il y a en détail, vas-y. Ouais, une anthropologue qui allait, il me semble, dans les années 60. Donc son livre s'appelle Never in Anger, s'appelle Jean Briggs. Et elle est partie... C'est-à-dire jamais en colère. Voilà. Traduit pour les gens en France quand même. Elle est partie, effectivement, auprès de ces populations, qui sont un peuple esquimau. Alors on disait esquimau à l'époque, on le dit plus maintenant, c'est plus politiquement correct, on parle de peuple inuit. Voilà. Mais elle est partie chez un de ces peuples-là, et elle a passé beaucoup de temps avec eux pour essayer de les comprendre, et il s'avère qu'un été, il y a des touristes qui sont passés dans le coin, et qui ont demandé à emprunter les canoës des habitants sur place. Et ils sont partis s'amuser avec, et ils sont revenus avec l'un des canoës, en disant, bon, en fait, on l'a cassé, on l'a planté dans la banquise, est-ce que vous pouvez nous prêter le deuxième ? Et elle, anthropologue qui était observatrice dans l'équation, regardait ça et a été ulcérée par cette demande en disant mais comment vous pouvez faire ça ? C'est inadmissible, c'est vraiment leur moyen de subsistance. Voilà, ils ont besoin de ces canoës pour aller pêcher, etc. C'est vraiment complètement scandaleux. C'est comme si vous cassez la caméra d'un vidéaste, quoi. Puis il y en a deux, vous en cassez une et vous redemandez la deuxième. Sa vie en dépend, je veux dire, c'est normal. Voilà, donc elle avait vraiment pris leur parti et elle a pourri ces touristes. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Au lieu d'être d'accord avec elle et dire non, c'est vrai, ils ont abusé, les gens qui l'accueillaient, donc ce peuple, lui a dit écoute, cocotte, est-ce que tu pourrais te mettre à l'écart, en fait, vraiment en mode au piqué ? C'est-à-dire, on va te mettre au piqué, tu vas être isolé de la communauté pendant quelques semaines, parce que là, juste, on vient de pas du tout comprendre ta réaction, on sait pas pourquoi tu te comportes comme ça, cette espèce d'effusion, t'es devenu toute rouge et tout. Nous, ça nous parle pas, on veut pas de ça chez nous, quoi. C'est vraiment une agitation à laquelle on n'est pas habitué, on n'en veut pas. Voilà, parce qu'en fait, et c'est là où je trouve, moi j'ai l'impression qu'il est un peu caricaturé quand même, ce livre, dans la manière dont il est présenté à chaque fois, comme étant ils ne connaissent pas la colère et tout, parce que quand tu lis bien le livre, en fait, et c'est un peu, tu sais, aussi ce vieux débat sur est-ce qu'ils ont 5000 mots pour parler de la neige, etc. C'est un peu la même chose, c'est qu'en fait, ils ont des concepts qui sont pas très loin de ce que nous on appellerait la colère, donc il y a des concepts qui se rejoignent un peu, qui se recouvrent. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une condamnation sociale de la colère, donc ça oui, les gens ne sont pas du tout incités à l'exprimer. On considère que c'est quelque chose qui est délétère pour la communauté, et sans doute parce que historiquement, et ça, justement, on peut revenir à du darwinisme et dire que dans leur environnement, l'entraide est très importante, il faut s'entendre. Exactement. Il faut s'entendre. Et tant pis si on n'est pas content, il faut s'entendre. Donc la colère n'est pas le meilleur moyen de le faire. Mais donc il y a des effusions, c'est juste qu'on considère qu'on ne veut pas encourager ça. Voilà. Donc voilà, tu vois que l'universalité des différentes émotions n'est pas avérée, et même la nature des émotions. Là, je vous renvoie le live qu'on a fait avec Jean Pauli, j'ai oublié le nom, je crois que c'était le 100e. 107. J'ai vérifié hier. J'ai vérifié, moi j'ai pas noté. Non. Voilà, où on parle... raison et émotion. On parle de ce livre-là, etc. Donc on a creusé la nature, donc là on va pas le refaire, la nature des émotions, et là on va s'intéresser au fait que, bon, cette théorie d'Ekman, elle est datée, ça marche plus, n'empêche qu'il y a toujours des gens qui veulent continuer à décoder. On a des Fabien Olicard, qu'on salue, il n'y a pas de problème, mais enfin, il est quand même parfois limite, et des fois il déborde un peu sur la pseudoscience. Il l'a déjà dit, il l'a admis, et il continue à le faire un peu, donc c'est compliqué de savoir comment il situe là-dessus. On a les analystes politiques, voilà. Vous allez voir, en prochaines élections, vous aurez un expert du langage corporel qui dira « Ah, bah là, ça veut dire ceci, ça veut dire cela ». Ça repose sur rien, mais ça remplit du temps d'antenne. On a le procès, peut-être qu'on peut parler de ça. Johnny Depp et Amber Heard, qui a été suranalysé il y a eu des milliers d'heures de vidéos de gens qui ont analysé le fait que c'est une actrice, c'est un acteur, et donc on va détecter dans leur émotion, voilà, là, c'est pas sincère, elle n'aurait pas dû faire ça, c'est pas logique pour moi qu'elle fasse ça comme ça. Et selon comment vous avez un avis au préalable, vous allez acheter ce qu'on vous raconte. Voilà. En sachant que vous n'êtes pas obligé. Moi, par exemple, j'avais un avis au préalable qui est « Je n'aime pas cette personne, je n'aime pas Amber Heard, vraiment, j'ai aucune sympathie pour elle du tout. » Mais j'ai trouvé que c'était complètement injuste la manière dont tout le monde lui tombait dessus pour des choses qui étaient vraiment
basé sur pas grand-chose. Enfin, voilà, comment vous pouvez dire que, attention, là, elle est devenue insincère juste sur cette prise de parole-là, etc. Regardez, là, elle s'est mise à pleurer, puis tout de suite après, elle est devenue hyper glaciale, c'est pas normal. Et c'est allé jusqu'à influer sur les membres du jury, parce que 2 semaines après le verdict, dans des interviews à la télévision, eux-mêmes disaient « On n'a pas cru à ses expressions faciales, on a l'impression que c'était des larmes de crocodile. Voilà, nous, vraiment, on n'a pas cru à sa prestation du tout à elle. » Et il y a l'un des avocats de Johnny Depp qui a dit « Ça a été la performance de sa vie à elle, mais c'est vraiment juste de la comédie. » Et ce qui est terrible, c'est que... on peut crever l'abcès, c'est que, en l'occurrence, pour savoir si quelqu'un est sincère ou pas sincère, on revient sur la thématique du mensonge. Il y a bien des méthodes pour détecter si quelqu'un ment qui marchent un peu mieux que les autres. Et c'est les méthodes sur le verbal. Il faut écouter ce que disent les gens, il faut enquêter, il faut vérifier, il faut voir s'il y a des incohérences, des hésitations. Si la personne qui vous raconte les événements, lorsqu'on lui demande de le faire dans le sens inverse, il y a des entretiens épistémiques, cognitifs, qui permettent de vérifier, on peut tester par rapport à ce que la personne dit. Donc c'est pas le non-verbal du tout, c'est le verbal qui permet de le faire. Et éventuellement, si vous le connaissez, est-ce qu'il a menti dans le passé? Ah, c'est un bon indice qu'il peut le refaire. Et ça, c'est pas du non-verbal, c'est pas de la posture, c'est pas du langage du corps du tout. Le langage du corps, c'est comme la psychanalyse, vous surinterprétez des indices par rapport à ce que vous pensez au préalable, en fait. Et la plupart, tu me corrigeras, mais c'est pas tellement dans ton livre, mais les policiers qui croient qu'ils sont capables de détecter le mensonge et qui ont été formés dans différentes pseudosciences, eh ben, plus ils croient en leurs compétences, plus ils vont pencher du côté de leurs préjugés. Et si la personne était innocente, elle va aller en prison, parce qu'ils obtiennent des aveux. Voilà, alors il y a 2 études intéressantes à citer là-dessus. On parlait de Lie to Me tout à l'heure. Il y a une étude qui a été faite sur est-ce que les personnes qui ont vu Lie to Me, derrière, sont des meilleurs détecteurs de mensonges ou pas. L'enquête a été faite pas sur un grand panel de personnes, c'était 100 personnes. C'était pas des fans hardcore de la série, on leur a juste montré un épisode. En gros, il y avait 3 groupes. Un qui ont montré un épisode de cette série-là, un qui ont montré un épisode de Numbers, je crois, et un qui ont montré rien du tout. Et après, on leur demandait sur un certain nombre de cas de dire est-ce que les suspects mentent ou pas. Et d'évaluer leur niveau de certitude ou pas? Parce qu'en général, non, je crois pas. Ça s'arrêtait bien, ça. Ouais, en tout cas, j'ai pas le souvenir de ce chiffre-là. Mais ce qui est ressorti de manière très intéressante, c'est que donc, ils faisaient pas mieux que les autres. Ceux qui avaient vu la série Lie to Me faisaient pas mieux, voire faisaient légèrement moins bien sur la détection du mensonge. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que par contre, ils se trompaient beaucoup plus dans le fait de penser sur des... Faux négatifs ou faux positifs? Faux positifs. Sur en fait penser que certaines personnes qui étaient innocentes, qui disaient la vérité, mentaient. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de voir cette série, qu'est-ce que ça avait fait? Ça avait généré la suspicion chez eux. Et donc, par défaut, ils se méfiaient. Par défaut, ils recherchent les indices de mensonge. Voilà. Donc, en vrai, il faut savoir, dans la population générale, on a plutôt un biais vers la vérité. On a plutôt tendance à croire que les gens sont sincères et disent la vérité. Et ben eux, parce qu'ils venaient de voir un épisode de cette série-là, avaient plutôt le biais inverse. Par défaut, les gens sont duplices. Tu vois, ils nous cachent des choses. Et je vous rassure, le biais où vous pensez que les gens vous disent la vérité est plutôt vrai. Même s'il y a des trucs qui disent ouais, on ment 11 fois par jour. Ok, enfin, si vous vous exprimez 1000 fois et que vous mentez 10 fois, bah ouais, vous mentez. Ouais, mais le reste du temps, vous dites la vérité. Alors, à part Donald Trump, la plupart des gens, quand ils vous parlent, ils pensent vraiment ce qu'ils sont en train de vous dire. Après, il y a les contextes qui peuvent vous inciter à vous méfier. Et alors, il y a une deuxième étude qui est intéressante là-dessus aussi, c'est une méta-étude sur, je crois, plus de 200 analyses qui avaient été faites sur est-ce que nous sommes des bons juges pour voir si ou non il y a du mensonge face à une personne qui nous parle. Le bilan, ça avait été qu'on faisait à peine mieux que la chance, donc on faisait sur du 54% à peu près. Donc 54%, quand on a accès aussi bien à la modalité visuelle, on peut voir les gens, qu'à la modalité auditive. On peut leur parler, on les entend parler. Donc on fait pas mieux, les experts ne font pas mieux, c'est-à-dire les vrais juges, policiers, etc. ne font pas mieux dans ce panel-là, mais beaucoup plus rigolo. Vous retirez la modalité visuelle, c'est-à-dire vous n'autorisez plus les gens à analyser avec leurs yeux la personne qui parle. Le taux passe de 54% à 63%. Donc en fait, on fait mieux, on est des meilleurs détecteurs de mensonges quand on ne voit pas les gens. Oh, tu casses ta baraque. Il y a Turchi qui pleure chez lui, là. Bonjour, non, mais il n'est pas trop sur les questions de mensonges. Non, mais, ouais, bon, mais je connais mal la psychologie. J'en parle un peu, mais je la connais mal, donc je m'excuse, parce que je n'ai pas étudié, mais toi, tu l'as fait. D'ailleurs, on va en parler un peu de Turchi et de ce que ça veut dire. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand on retire le non-verbal, on est meilleur.
Ce qui est en soi un indice fort que le non-verbal n'aide pas à détecter et à se faire un avis. Et au-delà de ça, parce que si je vais suivre une formation où on m'explique que le menteur a les yeux fuyants, le menteur bégaye, parle moins fort et cache ses mains, et que je viens vous parler dans les yeux en vous montrant les paumes de mes mains, j'ai l'air plus sincère. Et je sais, vous le savez, mais je sais que vous le savez. Donc je vous baisse la gueule 2 fois, c'est-à-dire que vous allez acheter une formation que vous payez, parce qu'on va quand même pas vous l'offrir, vous n'êtes pas meilleur, vous croyez que vous êtes meilleur, du coup vous pouvez être imprudent, et en plus quand on connaît la technique, on peut vous faire avaler des indices de sincérité qu'on peut simuler en fait. Tout à fait. Parce que même micro-expression, tout ça c'est simulable en fait. Les micro-expressions, ouais, il faudrait quand même être vraiment bon. De toute façon, elle ne veut rien dire, hein, au-delà de ça. Mais de toute façon, tous les indices que vous cherchez, quand on sait que vous les cherchez, on peut vous les donner. Oui. Et donc, finalement, plus vous allez vouloir vous croire compétent en achetant des formations, plus vous serez facilement manipulable par ceux qui connaissent aussi les formations. Et tout est là. Et je trouve que ça, c'est le sel de la chose, c'est que vous payez pour être manipulé. Allez-y, hein, c'est comme vous voulez. Alors, Turcher et la synergologie. Donc ça, c'est un truc québécois. Ouais. Qui date de quand? Ça a bien 20 ans, ça, maintenant. Ouais, ça a commencé dans les années 90, effectivement. Donc, c'est pas le mensonge dont pardonnez. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Parce que, malgré tout, c'est quelqu'un qui est quand même relativement ouvert à la discussion. Je connais des sceptiques avec qui ça s'est mal passé avec lui, mais par contre, vous avez pu parler avec lui. Donc, voilà, il n'y a pas question de l'enfoncer. Mais malgré tout, là, quand même, je reste critique, il vend des formations, alors que ça fait 20 ans qu'il n'a pas réussi à prouver sa thèse. En tout cas, il ne l'a pas fait publiquement. Oui, enfin, pour moi, ça veut dire que ça peut plus. Enfin, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, marque déposée, synergologie. Ouais. Voilà, et formation, machin bidule. Alors, c'est quoi la promesse? C'est quoi la théorie? Alors, la promesse, il me semble, faut regarder sur le site, mais c'est quelque chose du genre décoder l'humain par la compréhension de la structure de la communication entre les gens. Donc, en gros, c'est quand même fondamentalement pour faire en sorte que les gens se parlent mieux, qu'on se comprenne mieux les uns les autres, en se basant sur la communication non verbale. Okay, et donc c'est à la fois de l'observation et du décodage, on essaie d'aller comprendre ce que l'autre ressent au moment où on parle, et une espèce d'ajustement, nous-mêmes on vient s'ajuster en fonction de ce qu'on a perçu pour faire mieux passer nos messages. Donc ça c'est la promesse initiale, c'est de réussir à faire ça. Et ça commence à être développé à partir des années 90, il y a 4 livres principaux qui ont été faits, donc un fin des années 90, 2004, 2009, et le dernier date de 2021. Et je suis obligé d'en parler parce que l'un des éléments, c'est que en fait, ça évolue quand même beaucoup. C'est pas cette thèse, mais la manière de présenter les choses. Okay, il y a un peu une impression qu'à chaque publication d'un livre, il tient compte ça annule et remplace les précédents. Ouais. Donc c'est plus la même théorie, quoi. Ben, c'est assez bizarre parce que par exemple, il y a des concepts qui disparaissent complètement. Par exemple, le concept d'émotion, qui est quand même assez important. Dans la dernière mouture de 2021, il apparaît quasiment plus. Et quand vous en discutez avec Philippe Turcher, il dit qu'effectivement, il attache moins d'importance qu'avant. Donc il a tenu compte un peu de cette déconstruction. Et très clairement. Ouais. Alors il y a vraiment quelque chose qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il n'est pas forcément chercheur à la base, même s'il avait commencé les travaux de recherche, puis il est parti sur plein de choses. Puis il a finalement fait une thèse, quand même, il y a quelques années, mais en sciences du langage, donc pas directement sur le thème de la synergologie, la discipline qu'il avait inventée, même s'il en parle un peu dedans. Mais donc lui, il a quand même, il comprend le principe le critère de réfutabilité de Popper. Il a quand même de bonnes bases en épistémologie scientifique, mais justement, sa thèse à lui, c'est que l'épistémologie qu'on a sur les autres sciences ne peut pas vraiment s'appliquer sur les siennes. Voilà, ça marche pas. Il dit des choses du genre... Special pleading. Dans ma thèse à moi, nous, les homéopathes, on sait qu'on a raison, mais on ne peut pas tester ce qu'on fait. La science n'est pas prête. Voilà, donc il dit par exemple qu'effectivement, l'expérience ne marche pas sur lui, les sujets qu'il traite. Parce que par exemple, les gens ne peuvent pas être conscients de leur ressenti inconscient, ce genre de choses. Donc forcément, ça devient difficile de demander aux gens qu'est-ce que vous avez ressenti si en fait, on ne peut pas les croire, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils ressentent. Voilà. Donc voilà, il y a un ensemble de choses, et c'est là-dessus en fait que va... c'est un peu la question. Les gens ne savent pas ce qu'ils ressentent, mais moi qui suis synergologue, je sais ce que vous ressentez, et si vous me croyez, c'est vrai. Et c'est un peu le problème de toutes ces thèses-là, c'est qu'on en vient vite à croire qu'on sait mieux que la personne ce qu'elle ressent. Parce qu'à partir du moment où vous considérez que c'est vous, voyant une expression sur son visage, qui sait l'émotion qu'elle ressent, même si elle-même dit qu'elle ne la ressent pas, bah, si vous vous autorisez à dire « je sais mieux que toi, moi je sais », c'est quand même vous déposséder complètement la personne d'effectivement son état mental et de ce qu'elle dit. Donc même Descartes et son cogito, ils ne savaient pas.
Descartes ne savait pas qu'il était en train de douter, toi. Ouais, ce qui fait qu'il employait même, dans certains moments, l'expression d'émotion inconsciente. Et ça paraît un peu bizarre, enfin, c'est une question qu'on peut se poser, de est-ce que ça a un sens d'avoir une émotion inconsciente, ou est-ce qu'on considère qu'une émotion, c'est forcément toujours quelque chose? Par définition. Pourquoi on a un ressenti subjectif? Si on n'a pas de ressenti subjectif, peut-être pas d'émotion. L'émotion, on est mis en mouvement, il y a un truc, donc on le vit. L'émotion, on la vit. Est-ce qu'on le ressent? Donc est-ce que vous prenez le critère du ressenti subjectif comme un critère indispensable pour dire qu'il y a émotion ou pas? Voilà, ça c'est un peu la question. Mais donc le concept d'émotion, par exemple, il a disparu sans doute effectivement à cause de la prise en compte des travaux de Lisa Barrett, alors que dans la version précédente de 2009, il me semble, c'est celle-là, ouais, vous avez un lexique à la fin où il définit émotion, et même là c'est quand même assez cocasse la manière dont c'est défini, c'est un état interne, lisible dans le comportement, lisible sur le corps. Et donc vous vous rendez compte que si vous donnez ça comme définition à l'émotion, à partir du moment où c'est lisible, c'est émotion, bah tout est émotion. C'est-à-dire à partir du moment où moi je vais bouger le sourcil, voilà, j'ai une émotion. Alors bon, et en fait c'est là aussi qu'il y a un truc assez bizarre. Et dans la définition, voilà, c'est pas le sujet qui le sent, c'est on l'observe. On l'observe. En plus. Donc, et du coup là où c'est un peu bizarre et on peut considérer que c'est de la triche, voire que c'est malhonnête, c'est que finalement c'est un mot du langage courant, émotion, mais en le surchargeant de cette définition-là. Dans tous les cas, on va voir le mot émotion apparaître dans son discours. On ne sait plus très bien s'il parle des mêmes émotions que nous, celles où vraiment on ressent quelque chose, ou si c'est juste un raccourci pour dire comportement observable. Voilà, et c'est là où on sent que il y a de la filouterie qui n'est pas forcément hyper volontaire et consciente, mais donc ça rend très difficile le fait de suivre l'évolution de ces thèses-là, de se dire bon finalement qu'est-ce qui est maintenu, parce que même après sur des éléments très particuliers de la direction du regard, par exemple, vous avez sûrement entendu parler que si vous regardez en haut à gauche, c'est que vous vous souvenez de quelque chose, alors que si vous regardez en haut à droite, c'est qu'en fait vous êtes en train d'imaginer quelque chose. Et si vous confondez la gauche et la droite, vous êtes foutu. Ben alors, en plus, il y a eu des cas de si vous êtes gaucher, c'est l'inverse, mais tout le monde n'est pas d'accord. Donc ça, c'est un résultat, c'est beaucoup dire. On va dire une connaissance, une théorie, une idée qui vient de la programmation neurolinguistique au départ. Ça date, les premières versions datées des années 70, un truc comme ça. Ça a été récupéré par pas mal de monde. Certains, justement, où ils l'ont vu juste sous l'angle du mensonge. Ah, si quand vous regardez en haut à droite, c'est de l'imagination, c'est donc que vous mentez, puisque c'est de l'imagination. Donc même ça serait hyper contestable. Et lui a proposé sa version, qui était la théorie des 4 cadrans du regard. Il appelait ça, et c'est même plus précis, c'est des 4 cadrans du regard occidental. Parce que pour lui, ça s'inverse aussi dans d'autres cultures. La culture peut écraser de la biologie, puisque pour lui, il y a une explication biologique derrière. Mais d'après lui, la culture peut en fait court-circuiter la biologie. Il parle des peuples araméens. Alors je pense que pas beaucoup de géographes valideraient cette expression. En tout cas, il parle des peuples araméens pour désigner les Israéliens et les Arabes. Et il dit, voilà, eux par exemple, comme ils lisent de droite à gauche, du coup c'est inversé chez eux. Mais en même temps, il peut encore y avoir un autre cas particulier. Donc la culture s'ils font de la musique, surcharger la biologie, mais après il y a le contexte qui peut surcharger aussi la culture. Parce qu'en gros, si vous avez un point de fuite dans la pièce, peut-être que la personne, quand vous lui parlez, elle aura quand même le réflexe de regarder vers le point de fuite. Tu vois, là par exemple il y a des lumières au-dessus de tes écrans, peut-être qu'au lieu de regarder la caméra, hop, je regarde derrière, et il faut pas le percevoir comme je suis en train de vous mentir, c'est juste que ça attire l'œil, et où j'ai envie de fuir. Il faut se méfier de ce que tu me dis, parce que il faut se méfier de... Donc voilà, c'est un peu... C'est ça la difficulté. Moi ça me donne l'impression, je connais pas le monsieur, ça me donne l'impression que c'est quelqu'un qui avait une théorie qu'il a voulu vendre il y a longtemps, il se rend compte que ça prend l'eau de toutes parts, et il met des rustines, et il est honnête dans le fait d'admettre qu'il y a des erreurs, mais la vraie honnêteté, ça serait de mettre à l'épreuve, et puis si ça marche pas, d'admettre que ça marche plus, quoi. Ben alors voilà, et c'est là vraiment le point de contention là-dessus, où vraiment, alors pour le coup, vraiment, je le remercie d'avoir accepté l'interview, on a discuté, il m'a envoyé plein d'articles par la suite, et c'était vraiment intéressant, il y a plein de choses sur lesquelles j'étais d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé des articles de recherche récents, on va dire d'universités respectables, et il disait mais comment ils peuvent dire ça, par exemple une expérience où les scientifiques prétendaient avoir demandé au sujet d'avoir 2 émotions en même temps. Ils disaient mais qu'est-ce que ça veut dire 2 émotions en même temps? Et je suis d'accord, même pour moi ça n'a pas vraiment de sens. Donc en fait il avait plein de critiques sur des recherches actuelles et j'étais entièrement d'accord. Donc vraiment c'est quelqu'un avec qui on peut discuter d'épistémologie. Mais au cœur du conflit qu'on n'a pas réussi à résoudre, parce que là vraiment on s'est dit bon c'est là-dessus qu'en fait nos chemins divergent, c'est l'idée de la reproduction, l'idée de faire de l'expérimentation et de pouvoir les reproduire et de partager les résultats avec tout le monde, pour qu'à la fois il y ait révision par les pairs, des critiques basées sur les résultats, et justement des tentatives de reproduction pour voir si effectivement on y arrive. Parce que derrière la synergologie, il y a l'idée qu'il existe un lexique du coup corporel, donc
un lexique des indices visuels qu'on peut observer, et que la manière dont cet indice, dont ce lexique, dont ce tableau des indices visuels a été établi, c'est que lui et les disciples de sa discipline ont regardé quantité de vidéos, et vraiment, ils ont fait un travail, comme Paul Ekman en son temps, de définir une grille d'analyse de chacun des mouvements. Donc vous avez une cotation hyper précise de chaque comportement observé. Donc le fait de se gratter le nez, par exemple, vous avez un code très long qui le décrit, parce que ça dépend de quelle main vous utilisez, de quel côté vous grattez le nez, à quel endroit du nez, de quelle manière. L'affaire Clinton. Ouais. Lorsqu'il a dit non, je n'ai pas couché avec Monica Lewinsky, et s'est gratté le nez. That woman, il disait That woman. Voilà. Donc voilà, il y a jusqu'à une douzaine de manières de décrire le grattement de nez, par exemple, dans ce système-là. Et donc, des cotations ont été faites. On a mis ça en regard des émotions que les personnes ressentaient. Et sur la base de ça, s'il y avait consensus sur plus de 80%, je crois, on était d'accord pour dire tel signe est associé forcément à telle émotion. Okay. Problème de ça, effectivement, les résultats ne sont pas partagés. Donc, on ne sait pas quelle vidéo a été regardée. On ne sait pas si les codages ont été bien faits. Normalement, en science, quand on va faire quelque chose comme ça, il faut faire intervenir plusieurs encodeurs en même temps. Il y a des calculs statistiques à faire pour voir si les encodeurs eux-mêmes sont d'accord sur l'encodage. Mais il y a plus grave que ça, qui est la question de, d'accord, mais comment vous avez fait pour déterminer sur chaque vidéo quelle était l'émotion de la personne? Et bien là, soit c'est des vidéos que vous avez filmées vous-même, vous avez pu interviewer les gens derrière et leur demander à tel moment dans la vidéo qu'est-ce que tu ressentais. Bon, ça peut être un peu litigieux, et lui-même dit dans l'un de ses livres qu'en fait il y croit pas, que justement on peut pas être conscient de ce qu'on ressent, donc en fait faut pas demander aux gens. Ok, donc sur quoi tu te bases? Eh ben on se base sur ce que les gens vont dire à ce moment-là. Par exemple, si je suis non, je suis pas d'accord en hochant la tête comme ça, on sait que là il a dit qu'il était pas d'accord et qu'en même temps il y avait ce mouvement de tête. Ok, et donc peut-être là il y a du coup conflit entre le mouvement de tête. Bon, et c'est tout le problème, c'est qu'en fait, mais comment tu sais vraiment ce que les gens ressentaient à chaque moment? Et ça, tant qu'on peut pas le savoir, mais le problème c'est que ça exclut pas une grosse hypothèse qui est qu'en fait ils le savaient pas et ils l'ont postulé. Et comment ils ont pu le postuler? Peut-être justement sur la base de la grille, de la grille, c'est-à-dire des expressions, des indices visuels. C'est-à-dire qu'en fait, l'argumentation serait complètement circulaire. En gros, on suppose que tu as été en colère parce que tu as fait un signe de colère, et justement, on veut prouver que c'est le signe de colère. Mais on dit, en fait, tu as fait de la colère parce que tu as montré ce signe. C'est évident. Donc c'est complètement circulaire, et on ne peut pas exclure cette interprétation-là tant qu'on n'a pas accès aux chiffres. Et donc c'est ça le problème, c'est que tant qu'on ne voit pas les études telles qu'elles ont été faites, on ne peut pas savoir quels sont les éléments de ce tableau-là, comment ils ont été prouvés, quel est le degré de consensus, ça veut pas dire que c'est fiable. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais on n'a pas la preuve. Et quand on s'intéresse aux mensonges, où là, du coup, c'est vrai, c'est faux, quand on a les données, on peut savoir, ça donne pas tellement confiance dans le langage corporel. Puisque les indices par proxy, pour détecter le vrai et le faux, en général, c'est coloré des émotions qui sont autour. Puisqu'on n'est pas bon pour voir le mensonge, pourquoi est-ce qu'on serait bon pour voir le reste? Donc, prudence, chers amis, si vous voulez croire au langage du corps. Encore une fois, le langage verbal sera plus efficace pour savoir. Alors, au-delà de ça, il y a la communication animale. Oui. Alors, j'ai un poisson rouge, il me fait la gueule. Comment lui parler? J'ai un qui me fait la gueule. Non, mais, alors, on a les médiums pour animaux, on s'en met de côté, mais on a des gens aussi, parce qu'on a des gens qui sont spécialistes du comportement canin ou félin. Quand on connaît vraiment l'animal, il y a vraiment des signes à repérer. Quand l'animal remue la queue, machin, quand le chat ronronne, est-ce que ça veut forcément dire qu'il est content? Allez voir la vidéo de Beltapar sur le ronronnement. Non, les chats peuvent ronronner et souffrir. Donc, est-ce que dans la communication animale, on a des théories qui existent, du décodage qui existe? Parce que j'avais noté ça, je ne sais pas trop si tu voulais qu'on développe ou pas. Alors, s'intéresser à la communication animale, c'est un autre intérêt, c'est de se dire, justement, ça permet de revenir encore une fois sur les définitions. Parce que on a parlé beaucoup d'émotions depuis le début, et en fait, les émotions, même quand vous essayez d'être rigoureux avec la littérature scientifique, dans l'analyse des discours des décodeurs, vous dites quand ils parlent d'émotions, de quelle émotion parle-t-il? Et ils mélangent un peu tout. Ils mélangent ce qu'en science on va appeler des humeurs, qui sont des états un peu plus latents, des sentiments, des émotions, qui sont des états affectifs plus ponctuels. Donc en fait, le vrai terme générique pour décrire tout ça, généralement, c'est état affectif, qui lui-même est assez impropre, parce qu'on parle d'un état, alors qu'une émotion, par exemple, c'est plutôt un changement d'état. Il y a une dynamique dans une émotion. Mais bon, le terme un peu générique, ça serait état affectif. Certains disent état émotionnel, mais état affectif est encore plus large.
Et toute la question, c'est donc, ok, une émotion, c'est l'un de ces états affectifs. On peut essayer d'aboutir à une définition de consensus là-dessus, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette définition de consensus? Eh bien, il y a 3 niveaux de réponse, c'est-à-dire qu'on considère qu'une émotion produit en fait une réaction émotionnelle à 3 niveaux, qui eux-mêmes sont subdivisés pour arriver à 5 éléments, donc je vais vous les citer parce que c'est quand même intéressant de revenir dessus. Il y a un niveau dont on va considérer qu'il est complètement neurophysiologique. Okay, vous avez de la physiologie. Quand vous avez peur, vous allez peut-être avoir le cœur qui bat, vous allez commencer à transpirer, voilà, ce genre de choses. Vous avez un niveau derrière ça qui est plutôt comportemental expressif, on appelle. Donc c'est un niveau où vous allez avoir potentiellement des expressions faciales et de la gestuelle, et aussi de l'autre côté ce qu'on appelle une tendance à l'action. Quand vous avez peur, vous allez avoir tendance à soit partir en courant, soit au contraire complètement vous bloquer, soit vous écraser. Voilà. Le dernier niveau, c'est un niveau qu'on appelle, un peu compliqué, cognitivo-expérientiel. C'est ce qui se passe en gros dans votre tête. Il y a à la fois d'un côté un ressenti subjectif, okay, le fait justement de ressentir quelque chose, d'être capable de dire voilà, je ressens quelque chose, et de l'autre côté, l'étiquette, vraiment l'évaluation que vous faites sur la situation que vous êtes en train de vivre. Donc le fait que vous êtes capable de dire là j'ai réagi comme ça parce que j'ai eu peur et je connecte ça à mon contexte. Voilà, de tel ours qui était en train de courir vers moi. Okay, donc vous avez tout le temps ça, j'ai des ours qui me courent vers moi. Donc vous avez ces 5 composants. Vous avez la physiologie d'interne, de l'expression faciale de l'externe, une tendance à l'action potentiellement, un ressenti subjectif et une étiquette que vous plaquez dessus. Et les différences entre les différentes théories, les différentes approches, en fait, elles portent sur lesquelles de ces éléments-là vous mettez l'accent. Typiquement, dans l'école classique, l'école Paul Ekman, elle va beaucoup mettre l'accent sur les expressions faciales, par exemple. Une théorie qui autorise le concept d'émotion inconsciente, ben, c'est qu'elle n'est pas si attachée que ça au critère de « il y a un ressenti subjectif okay ». Et donc toute la question, c'est une fois que vous avez posé ça, c'est est-ce que les animaux ont des émotions? Est-ce qu'ils ont des émotions? Et de quel niveau on parle? Et voilà, et ben donc ça dépend des critères que vous utilisez. Si par exemple pour vous le critère du il faut qu'il y ait un ressenti subjectif, obligatoirement, eh ben on ne saura jamais, puisque tant qu'on ne sera pas capable de dialoguer de conscience à conscience avec un esprit animal, on ne sait pas s'ils ont un ressenti subjectif de ça. Mais donc certains mettent ça de côté, disent c'est pas grave, on n'en a pas besoin, il suffit de voir. C'est l'hypothèse relativement économe. Pour quelle raison il n'y aurait pas d'état subjectif chez l'animal? Oui, et puis on peut dire ça. L'animal machine, on est passé maintenant, on a des êtres sentients, donc sensibles avec un sujet, a priori quand même. Ouais. Bon, mais c'est pas prouvé. Ouais. Mais voilà, et puis du coup, alors sur quoi vous mettez l'accent? Vous mettez l'accent sur, il y a de la physiologie, clairement l'animal il ressent des choses, son cœur se met à palpiter, pareil. Il y a des expressions, on peut en voir chez les chiens, par exemple, qui sont les animaux les plus proches de l'homme. Et sans doute on peut les voir parce qu'en fait on a sélectionné... de l'homme, attention, ta formulation. Oui, c'est vrai. Proche, qu'on a le mieux domestiqué, c'est qu'on a le très familier, qui ont le plus vécu avec nous, on va dire. Voilà. Et donc sans doute, peut-être, on peut soupçonner qu'on les a sélectionnés aussi pour leur capacité à avoir des expressions faciales qui nous renvoyaient les choses qu'on s'attendait à voir chez nos congénères à nous. Et à reconnaître l'autre aussi. Voilà. Un peu, Et du coup, en fait, rien n'indique que quand un chien repart la queue entre les jambes, les accents circonflexes, qu'il ressente de la honte. Peut-être qu'il ne ressent pas de honte et qu'il suffit qu'il exprime par son visage ce que nous, on s'attend à voir de la part d'un congénère qui lui exprimerait de la honte, pour que nous, on se dise il ressent de la honte. Mais il n'a pas besoin de le ressentir. Les chiens qui n'exprimaient aucun signal par nous lisible d'une émotion, par nous compréhensible, n'ont pas forcément été ceux à qui on a fait faire des petits. Quoi. Exactement. Il y a le côté mignon. Les chiens, de poils. Les animaux domestiques ont des traits beaucoup plus, pas puérils, mais infantiles. Mince, c'est quoi l'inverse de... Bref, des traits enfantins, voilà. C'est quand vous prenez un chien ou un animal domestique et que vous comparez à la version sauvage, et ben, l'animal domestique ressemble à un bébé, à la version bébé, en tout cas, il n'est pas complètement adulte, parce que c'est mignon, et donc on a modifié tout ça. Et donc les animaux ont des comportements, et quand le chien nous donne l'impression qu'il a honte, c'est peut-être c'est pas qu'il a honte, c'est pas qu'il sent coupable d'avoir fait un truc, c'est qu'il voit bien que le maître est très crispé, et que ça ressemble à la fois il m'a foutu une rouste. Exactement. Oh là là. Et nous on va interpréter ça, ah toi ils sont coupables, c'est la preuve. Et alors, donc, ça pose des questions. Est-ce que Amber Heard était coupable ou pas? Peut-être que vous la prenez pour votre chienne. Arrêtez de faire ça. Et alors, il y a des questions intéressantes derrière ça, là, avec l'arrivée des intelligences artificielles, parce que on voit bien que les intelligences artificielles, un chat GPT, il est capable d'exprimer des émotions. Je me sens comme ci, je me sens comme ça, ok?
Vous implantez ça dans un robot qui est capable de mettre les expressions faciales que vous attendriez à voir de la part de quelqu'un qui ressent cette émotion. On est foutu. Bah là, effectivement, ça devient quand même très difficile de se dire « Ouh, j'ai pas un être humain en face de moi. » Ouais. Donc là, on va vers de grands dangers. La communication animale est compliquée et les IA, et une communication non humaine qui va être très compliquée également. C'est quoi les dangers? J'ai marqué danger, donc on avait dû en parler. Oui, parce que par rapport aux dérives de toutes ces théories, indépendamment de la sincérité qu'on peut admettre chez les chercheurs qui veulent décoder, bon, ils sont sincères, parce que même s'ils sont sincères, on a le danger des... Je l'évoquais en édito, tout à fait. On va déléguer à des IA le fait de détecter qui ment, qui ne ment pas, qui est potentiellement un terroriste et qui ne va pas rentrer dans... Donc on va affecter les droits des êtres humains sur la base de théories qui peuvent permettre de les trier. Et on va dire, il vaut mieux ça que rien. C'est un des dangers. Est-ce qu'il y a d'autres dangers? Alors, il y a eu typiquement cette expérimentation-là qui avait été faite, qui avait été annoncée fin 2018 pour l'Union européenne, en fait, pour justement... je crois que c'était les réfugiés qui arrivaient par la Lettonie, la Hongrie et la Grèce. Ils devaient se soumettre à un contrôle via une machine qui analysait leurs expressions faciales et en fonction de ce que la machine avait vu, ils pouvaient passer dans une file où ils allaient avoir un contrôle un peu plus poussé. Et ça faisait un peu penser, donc là c'était basé sur de l'IA, mais ça faisait un peu penser à ce qu'a donné Paul Ekman aux douanes américaines, à savoir tout un programme mis en place à partir de 2007 qui s'appelle Spot et qui consistait à justement former les douaniers, les agents des douanes dans les aéroports notamment, à screener toutes les personnes qui passaient et repérer des signaux visuels qui pouvaient indiquer que la personne était dangereuse, c'était un criminel. Comme par hasard, on s'est rendu compte que ça amenait plutôt à la discrimination contre des minorités ethniques et religieuses. Les visages noirs donnent l'impression d'être plus en colère que les visages blancs. Ouais, ça pour le coup, il y a vraiment des enquêtes qui ont été faites qui ont montré que les visages noirs sont généralement vus comme plus méprisants ou plus colériques, plus agressifs que les visages blancs par les machines. Donc ça, c'est aussi dû au fait que les IA sont justement mal entraînées, entraînées sur des images échantillons non représentatifs. Voilà. Mais donc ça amène à tout ça. Ça amène à, en fait, vous donner les moyens à des agents des douanes, des agents des forces de sécurité, d'être complètement déresponsabilisés, parce que maintenant ça devient soit j'ai repéré tel signal, soit la machine a détecté pour moi tel signal, et du coup je mets de côté cette personne que je vais analyser. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans un monde où il y a des machines comme ça qui peuvent retenir contre nous tout ce qu'on est capable de gratter? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Donc il y a des dangers là-dessus, et donc il y a des dangers au quotidien, même dans la vie quotidienne, dans la manière dont on interprète les gens autour de nous. Est-ce qu'on accorde toujours bien le bénéfice du doute, ou est-ce que parfois on est soi-même aveuglé, illusionné par ce qu'on croit voir chez les personnes qui sont autour de nous? Et donc tout ça est censé nous pousser, en fait, si vous avez bien suivi précédemment, moins d'analyse visuelle et en fait beaucoup plus de dialogue. Alors, il ne faut pas complètement se débarrasser de l'analyse visuelle, c'est important de repérer quand vous discutez avec quelqu'un le moment où « Ah, là ça va tiquer ». Et par exemple, pourquoi est-ce qu'on a quand même l'impression que ces choses-là, dans certains cas, ça marche? Les gens avec qui vous vivez au quotidien, vous apprenez à les reconnaître, vous apprenez à voir comment ils fonctionnent, vous savez le matin en vous levant, si vous êtes un peu observateur et attentif, si la personne est triste, apeurée... Parce que ça rentre dans la théorie de la ligne de base. Exactement. Les individus auraient un comportement de base, et lorsque on change d'habitude, on repère chez la personne qu'on connaît bien, tiens là, il est fatigué, il est en colère. Et on repère. Ça ne veut pas dire qu'on a accès, juste qu'on repère une anomalie. C'est ça. Chez les personnes qu'on connaît bien. Mais justement, toute la difficulté, c'est est-ce qu'on est capable de faire ça sur la base de juste regarder des vidéos. Par exemple, les gens qui regardaient des vidéos de... Johnny Depp, on l'a vu plein de fois en vidéo. De Johnny Depp, Amber Heard, non, mais ça, il est constamment comme ça, avec des trucs dans les cheveux sur son bateau. On le connaît, Johnny Depp, on le connaît intimement. Et pire, dans le cas d'un interrogatoire policier, par exemple, si en gros vous formez les policiers à avoir 10 minutes d'interrogatoire un petit peu non confrontationnel, on va dire au début, vous posez des questions ouvertes, etc. Le temps de pouvoir établir justement votre modèle de base de comment la personne fonctionne. 10 minutes. Comme ça, après, vous repérerez si vraiment il y a des écarts par rapport à cette norme. Ouais. Un, ça paraît quand même très court. Et de deux, est-ce que c'est pas biaisé dès le départ par le fait que la personne, mise dans ce contexte-là, c'est quand même un contexte particulier. Moi, je pense qu'il faudrait paxer les policiers avec leurs suspects pendant 2 ans. C'est ça. Si vous êtes soupçonné déjà, vous sentez qu'on vous soupçonne de potentiellement être un menteur, ça met pas dans les meilleures conditions pour avoir un comportement de base de voilà comment... Ça me rappelle ce sketch de Raymond DeVos qui lit son horoscope et dit risque de dispute dans votre couple. Son mari, sa femme, il dit qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème? Non, pourquoi? C'est marqué qu'on dit bien. Et là, du coup, depuis on est brouillé. Voilà, c'est autoréalisateur. Voilà, les systèmes de prophétie. Alors, je vais passer un article
pas trop le temps de regarder, mais qui s'intéressait aux experts des signaux corporels, qui montrent que lorsque on met des chercheurs ou des décodeurs et qu'on leur soumet un même questionnaire, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ouais. Les réponses sont différentes, et du coup, la conclusion, c'est que les gens qui viennent avec... Enfin, tous ceux qui ont des théories sur comment on décode les choses, vu qu'il y a zéro consensus, il ne faut pas les croire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, mais juste, c'est pas fiable. Donc, attendons qu'il y ait des consensus. Et ça date de décembre 2023, donc on n'a pas mieux que ça. Alors, c'était vraiment pour voir justement s'il y avait un consensus entre experts, mais le consensus, il pouvait être aussi bien sur... Non, il n'y a pas de différence entre menteur et non-menteur sur tel comportement. Et typiquement, ça, il y a plutôt eu consensus pour dire que effectivement, par exemple, le détournement du regard, Oui, il n'y a pas de différence entre un menteur et un non-menteur. Les experts sont d'accord là-dessus, Voilà. mais du coup, c'est pas un indice. Voilà. Mais sur les indices eux-mêmes... Voilà. là, Sur l'absence d'indices, ils sont d'accord, mais C'est sur les ça. indices qu'ils utilisent, non. Donc, à l'heure actuelle, les gens qui vous disent « j'ai une méthode pour détecter la bonne méthode pour détecter quand quelqu'un vous ment, c'est qu'il vous dit qu'il a une méthode pour détecter quand quelqu'un ment. Ça marche assez bien. C'est méta, mais ça marche assez bien. Un mot de la fin, monsieur Dupin. Est-ce que ton nom te prédisposait à t'intéresser à la Duperie? Je sens que les gens Je me suis posé la question, effectivement. Ouais. Peut-être. Peut-être. On demandera à Lacan. Ah non, là, il Non, il y a un truc rigolo dont je peux vous parler, c'est le vice-versa. Donc, Ah on oui, a parlé voilà, tout à l'heure un mot de la fin là-dessus sur Vice Versa, du le film film Pixar. Pixar, pardon. Il y en a un deuxième opus qui sort en juin, juste avant l'été. Et l'héroïne du premier, qui aura grandi, qui sera maintenant adolescente, va découvrir plein de nouvelles émotions. Alors voilà, moi j'en sais pas tellement plus que ça, j'ai juste lu le synopsis. Mais quand vous commencez, si vous commencez à lire le livre de Lisa Feldman Barrett et que vous réécoutez l'interview justement de Jean Pauly, le Tranchant Live 107, qui montrait bien ce qu'était cette nouvelle théorie de l'émotion construite, la manière dont en fait les émotions ne sont pas précodées en nous, mais c'est des choses qu'on apprend à construire avec l'expérience, ça vous met vraiment en décalage avec la manière dont sont représentées les émotions dans ce film d'animation-là. Parce que donc, on n'a pas de petites entités dans la tête qui décident pour nous, voilà, tu vas ressentir ça, et ça s'impose à toi. Le premier film était intéressant parce que ça dédramatisait les émotions, Voilà. et ça montrait que c'est des choses qui sont là, il faut faire avec, et que c'est pas ni bien ni mal en soi. Donc le message était sympa, mais sur la représentation des choses, sur la théorie derrière ce que c'est que les émotions, oui, là, il y a plein de choses. En fait, il faut y aller par étapes. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous venez d'un monde, d'une culture, d'une famille où on parle jamais d'émotions, on ne s'intéresse pas à ces questions-là, c'est une première étape. Et c'est ce que même Lisa Feldman Barrett appelle la granularité émotionnelle. Il faut développer sa granularité émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à soi-même mettre la bonne étiquette, le bon mot pour décrire l'émotion qu'on est en train de ressentir, parce que c'est ça qui va vous donner beaucoup plus de finesse dans la conversation. Parce que l'une des théories un petit peu sous-jacente derrière tout ça, c'est qu'en fait même les émotions, c'est un outil de communication entre les gens. En fait. Par les émotions, on communique ce qu'on va faire et ce que les autres peuvent faire pour nous. Et aider. d'ailleurs, c'était l'idée de Darwin, c'est qu'avant le communication articulée, il y a des émots qui vivent en groupe sans langage. Bon ils se comprennent un peu quand même, il y a des choses qui passent, donc, et on a conservé ça. Ouais, et c'est un peu la conclusion d'ailleurs aussi du premier vice-versa, qui est la tristesse, par exemple, c'est l'émotion que vous ressentez quand vous voulez qu'on vous prenne dans les bras. Voilà, quand vous voulez être consolé et avoir une relation plus proche avec quelqu'un parce que vous avez vécu un sentiment de perte ou de deuil de quelque chose. Donc c'est une bonne première étape, et donc il faut effectivement essayer d'apprendre le maximum de concepts d'émotion pour avoir beaucoup plus de finesse pour en parler, mais ça doit servir là aussi, en fait, à engager la discussion, à amorcer la conversation avec les gens, et se parler. Et donc le deuxième va sortir en juin, il y a des nouvelles émotions qui vont apparaître dans l'équation, c'est bien de se poser ces questions-là, mais intéressez-vous à la théorie de l'émotion construite parce qu'elle offre aussi beaucoup plus de portes sur la manière dont on réagit à nos propres émotions et le contrôle qu'on peut avoir dessus. Parce qu'à partir du moment où on part du principe que ces émotions sont construites et ne s'imposent pas à nous, ça ouvre vraiment des pistes sur comment est-ce qu'on peut s'en rendre plus responsable soi-même et comment donc on apprend à maîtriser un petit peu plus ces émotions, pas pour les contrôler, mais pour en fait leur donner une nouvelle coloration, pour par exemple ne plus être vraiment paralysé par de la peur, mais la transformer en une excitation qui nous pousse à l'action. Merci beaucoup d'être le premier invité en physique sur ce format. Voilà. Alors merci à Aguertis, Adrien, Francine, Avistu et Sacha qui sont dans la modération plus ou moins ce soir, Yanis également. On te libère.